Yaurana, Aranga, Aloe Vera, Gros Thym, feuilles de Miro ou feuilles de Corosol, nous avons tous connu un Ra'au Tahiti à un moment donné ou en français, un médicament à base de plantes médicinales. Justement, pour en parler, nous recevons sur notre plateau Ramona Domingo, agent polyvalent du laboratoire des substances naturelles et médicinales, donc le LNSM, et responsable de la pépinière de Paea de l'Institut Louis Malardi. Yarana. Yarana. Et puis de l'autre côté, nous avons Raymana O, qui est chercheur du département sciences, technologies, santé de l'UPF. Yarana. Yarana Ari. Aujourd'hui, on parle des Ra'au Tahiti utilisés par nos Tupuna pour soigner ou pour apaiser ces plantes qui font partie intégrante de notre patrimoine naturel et culturel. Mais dans quel contexte sont-elles utilisées aujourd'hui? Quelles sont les études menées? Comment le Ra'au peut être un complément aux pratiques de santé? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans votre émission Manava, votre émission Info Service. Avant de commenter cette émission, je pense qu'il est utile et important de rappeler que les Ra'au Tahiti sont un complément à la médecine conventionnelle et non pas un remplacement. Parce qu'il est vrai, au Fénois, les Ra'au sont utilisés pour tout. Des maux de ventre du bébé en passant par, les hémorroïdes, les classiques tout, voire des problèmes de fertilité. Justement, on commence avec toi, Ramona. Les Ra'au sont connus pour tout type de maux. Oui, pour tout type de mots, par exemple dans des contextes curatifs ou préventifs. Et elles peuvent aussi être utilisées dans des contextes culturels, du rituel, du massage au monde Tiare Tahiti, ou sur des pathologies qui sont vraiment axées sur, on va dire, comme exemple, sur l'empoisonnement de la ciguatera, la diarrhée et tout ça. On a des contextes, bien précis que tout le monde recherche à un moment donné, des contextes généraux? En ce moment, pour Ra'au Tahiti, c'est plus le contexte, on va dire, de la maladie du Ra'au He'a qu'on appelle, ou du Ra'au Fati. Ra'au He'a, en fait, c'est tout ce qui est purgatif, où la personne doit se traiter pour justement se purger elle-même en buvant justement une préparation au Ra'au Tahiti, justement alliée avec d'autres plantes. Le Ra'au Fati, c'est cassé, une entorse. Une entorse. C'est ce qui concerne les entorses, justement. D'accord, donc finalement, le Ra'au peut se consommer comme peut s'appliquer sur la peau? Voilà, c'est ça. Elle se prend généralement par voie orale ou sinon sur des massages. On peut mettre la solution du Ra'au Tahiti sur la peau et justement l'étaler pour que l'infection ou la plaie se guérisse toute seule. Raymana, dans le même sens, pour bien comprendre, finalement, les plantes ont des molécules qui ont un effet sur le corps humain, que ce soit si on l'ingère ou si on l'applique, c'est ça? C'est exactement ça. Hein. Donc, si ces plantes, elles fonctionnent, c'est qu'il y a un phénomène chimique ou biologique qui se fait. Et nous, notre travail, c'est de valoriser ces plantes par la caractérisation de ces molécules. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui les principales plantes médicinales utilisées sur le Fénois? On en connaît plusieurs. Hein. Donc, il y a plusieurs recueils qui ont été effectués. Donc, du coup, nous, dans notre travail, en fait, on se base sur ces recueils. On pense que les Tahua, les praticiens, ils ont déjà fait tout le travail un peu pour nous. Hein. Tu sais, c'est comme des longs essais cliniques. Ils ont essayé plusieurs plantes et au final, ils ont retenu que les plantes qui fonctionnaient. Et donc, nous, on essaie de les valoriser chimiquement. Quand on parle des plantes qui ont été utilisées, c'est quoi, Ramona? On parle d'une dizaine, d'une vingtaine, d'une centaine de plantes? On n'a peut-être pas de chiffre bien précis. Oui, exactement. On n'a pas totalement le chiffre exact, mais on pourra dire que plusieurs plantes sont utilisées dans la fabrication du Ra'au Tahiti. Pour exemple, on va citer du He'a. Et le He'a, il est appelé ici à Tahiti He'a. Aux îles sous le vent, il est appelé Piriaté. Oh là, ok, d'accord. Donc, voilà. il y a même les différences de noms peuvent rajouter de la difficulté. Il faut faire très attention. Voilà. Suivant les archipels, ils ont une façon d'appeler certaines plantes par leur plan d'où ils vivent, d'où ils viennent. C'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait que quand on parle d'une plante qui vient de Tahiti, on l'appelle He'a. Et quand une plante elle vient des îles sous le vent, on l'appelle Piriaté. Toujours dans cette... Oui, tu veux terminer? Toujours dans cette option-là, parce que voilà, les gens sont assez attentifs sur ces genres de remarques-là.
Et en plus de ça, je suppose qu'en fonction d'une plante, disons un citronnier par exemple, il peut y avoir différentes sortes de citronniers variétés qui peuvent tout changer finalement. Qui peut peut-être pas tout changer, mais peut-être que pas toutes les variétés sont utilisées dans la médecine traditionnelle. Donc c'est vrai que c'est important cette identification. Quand on parle de noms, c'est les noms vernaculaires. Donc suivant les zones dans lesquelles on se situe, effectivement, on est noms différents. Donc par exemple, nous, dans notre travail, on s'associe à des botanistes, des taxonomistes, justement pour identifier ces plantes-là. Pour être certain que la plante qui était utilisée dans les anciens temps, c'est bien celle qu'on va étudier. Voilà. Justement, sur le site de l'UPF, on peut y lire plusieurs études de combinaison de plantes polynésiennes bioactives et à visée pharmacologique et cosmétique. Alors, j'ai juste pris le terme, mais qu'est-ce que veut dire finalement cette phrase? Effectivement, quand on parle de Ra'au, là, on parle de plantes uniques, mais en fait, c'est un peu faux parce qu'on sait que c'est des combinaisons de plantes. C'est un mélange de plusieurs plantes qui sont utilisées en même temps, simultanément. Donc, ça augmente effectivement la complexité, justement, de quelle molécule qui réagit. Est-ce que c'est une combinaison de molécules? Est-ce que c'est une synergie de molécules qui fait qu'il y a cet effet? Donc, le travail, il n'est pas évident parce que souvent, dans les tests qu'on propose, on travaille sur une plante, par exemple. Donc, on arrive à la valoriser, mais cette plante, elle n'est pas utilisée toute seule, dépendant du Ra'au que l'on souhaite obtenir. Finalement, c'est comme un petit peu comme de la cuisine. Avec tel ou tel ingrédient, tu peux avoir tel remède et avec un autre ingrédient totalement autre chose. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à avoir, Ramona, les meilleures combinaisons. C'est on essaye toutes les combinaisons possibles. Pour compléter en fait l'information de Raymana, à part que plusieurs plantes sont associées justement à une plante pour pouvoir traiter telle maladie, il faut aussi savoir que certaines plantes ne sont pas utilisées dans leur totalité. Ah, c'est-à-dire? Ça veut dire que d'autres plantes, on aura besoin simplement de leurs feuilles, soit de leurs tiges, soit des jeunes pousses ou seulement des racines. Ah oui, ça me dit quelque chose, même en termes de feuilles, il y a des feuilles mûres, des petites feuilles. C'est ça, il faut vraiment faire attention sur ces genres de sujets-là. Et c'est pourquoi on insiste aussi sur le savoir-faire de la jeunesse, des ancêtres jusqu'à nous les jeunes. Il faut vraiment que cette tradition elle se perdure et que cette connaissance, ce savoir-faire ne se perde pas dans la nature. Raymana, je me tourne vers toi. Toujours dans cet exemple, on va prendre l'exemple des feuilles. J'ai jamais compris. Une feuille mature, une petite feuille, c'est la même chose, non? En fait, dans toutes les parties de la plante, on a des métabolismes. Donc du coup, les molécules, en fait, elles vont évoluer par rapport à la maturité de la plante. Donc effectivement, les propos de Ramona sont très intéressants. Il faut être très vigilant sur ça, parce que c'est le danger sur la qualité du matériel végétal. Mais aussi, je me permets sur le dosage. Parce que souvent, dans les recettes, on dit il me prend moins une main, un doigt, un pouce. On n'a pas la même forme de main déjà. Donc, du coup, on peut peut-être prendre une plus grande quantité ou moindre. Donc, les préparations peuvent être un peu légèrement différentes. Donc, c'est important de pouvoir bien noter la posologie aussi, c'est-à-dire qu'en fonction d'un enfant ou d'un adulte, ça ne sera pas la même quantité de Ra'au Tahiti. C'est ça. Tout à fait. Il le précise dans les recettes, que dans les inventaires qui ont été faits, que dépendant que ce soit un adulte ou un enfant, ce n'est pas la même posologie, effectivement. Justement, pour compléter peut-être les propos, Ramona? Oui, comme il disait Raymana, c'est totalement ça. Il faut faire vraiment attention par rapport à la préparation, de voir la personne qui se trouve en face du tradipraticien, qui fasse attention à la morphologie. Forcément, on va parler de phalange ou de lompon. Un adulte n'a pas forcément la même mesure qu'un petit bébé, qu'un petit nourrisson. Et surtout là, il faut vraiment faire attention. Ça peut changer, bien sûr la posologie, ça c'est sûr, mais ça peut avoir des conséquences un peu graves si on prescrit un Ra'au trop fort pour un enfant par exemple. Ça peut être compliqué. Compliqué quand même, parce que si tu donnes justement un dosage qui permet à l'adulte de se soigner un petit nourrisson, forcément, le corps du nourrisson, il est tout neuf. Et c'est un petit bébé et forcément, il n'aura pas la même façon de pouvoir réagir justement au dosage préparé, qui a été préparé justement pour l'adulte.
Ah, c'est vrai, hein, on le rappelle encore complexe. Une fois, on le rappellera jamais assez que le Ra'aut Haiti vient en complément et pas en remplacement de la médecine conventionnelle. Si vous avez des symptômes graves, n'hésitez pas à aller voir votre professionnel de santé. Mais justement, dans cette idée-là, comment est-ce qu'en Raymana, on s'assure de la pertinence et de l'exactitude des plantes utilisées aujourd'hui? Il y a beaucoup de confiance. Parce que le tonton, il nous a dit, donc on va le faire, on lui fait confiance. Mais finalement, on pourrait se poser des questions de est-ce que tu es sûr de ce que je vais avaler? Donc comment est-ce qu'on fait en tant que chercheur pour s'assurer de cette exactitude? En fait, nous, effectivement, nous, on est certain que ces plantes, elles fonctionnent. Mm-hmm. Mais on a besoin de les valoriser scientifiquement. Donc, pour les valoriser, il faut qu'on caractérise les molécules qui sont à l'intérieur. Donc, on les identifie avec des techniques analytiques et tout. Et une fois qu'on les a caractérisées, on essaie de faire des tests biologiques, justement pour vérifier si vraiment elles ont des effets antioxydantes, adaptées exactement par rapport à la cible. Donc, oui. Et toujours dans cette idée-là aussi, pour la rencontre avec les tradipraticiens, c'est quasi obligatoire, nécessaire pour mieux comprendre les différentes recettes qui ont été notées? Tout à fait. Dans tous les projets qu'on a menés, la base pour nous, c'est les tradipraticiens. Donc, on se fie à eux. C'est pas évident parce que ils peuvent être un peu méfiants. Ils savent pas qu'est-ce qu'on va faire avec leurs recettes. Est-ce qu'on va les utiliser à bon escient ou est-ce qu'on va... ils ne savent pas. Donc, il y a une relation de confiance à avoir en premier lieu pour avoir ces échanges. Et ce que je trouve dommage aussi, c'est que j'ai l'impression que la nouvelle génération, en fait, ils ne s'intéressent pas beaucoup. Moins, en tout cas. Et du coup, ce savoir risque d'être perdu. D'autant plus que ce savoir, il n'est pas forcément transmis dans des livres. Livres ou entre familles. Voilà, ils le transmettent oralement à n'importe qui, en plus. Donc, il faut le mériter, j'ai l'impression, pour avoir ce genre de savoir. C'est exactement ça. Ils disent qu'il faut que tu aies le mana pour justement avoir cette connaissance, pour pouvoir ensuite, parce que c'est pas juste un mélange de plantes, il y a toute une cérémonie autour de ça. L'aspect spirituel aussi qui est vraiment fort dans cette méthode-là. Bien sûr. Ramona, justement, dans cette idée-là, vous avez eu l'occasion de pouvoir rencontrer des tradipraticiens et en 2022, vous avez recensé plus de 1200 recettes, ce qui fait quand même un sacré paquet. D'où viennent ces recettes? Des tradipraticiens, des livres? Alors, la majorité des recettes que nous avons pu recenser viennent principalement de différents ouvrages. Si je peux citer les noms comme Paul Pétard, du Grépin, du Panoff ou sinon des livres de famille. C'était un travail qui était parti sur 5 mois quand même, où il fallait tout recenser. Et ensuite, grâce à ce recensement, nous avons pu... observer que dans ces recettes, il y avait au moins 104 plantes qui étaient utilisées pour traiter certaines maladies. Dans la même question finalement que j'ai posée à Raymana, vous n'avez pas pris les livres et vous avez dit, tiens, il y a tel Ra'aou, ok, on fait confiance. Là, je suppose qu'il y a des tests quand même qui sont réalisés. Des tests pas, mais plutôt la rencontre avec les tradipraticiens, c'était vraiment primordial de vraiment connaître comment ils utilisaient ces Ra'aut Haiti, pourquoi ils utilisaient ces plantes et justement aussi d'un côté, essayer de connaître le savoir, de recenser le savoir-faire. Et nous tenons justement à préciser que nous, pour l'Institut Malardé, nous ne sommes pas médecins. Nous, tout ce qu'on veut, en fait, c'est juste récolter des informations pour qu'on puisse justement étudier chaque plante que chaque tradipraticien utilise. Et une fois que ces résultats sortiront, c'est de réconforter justement et prouver que comme quoi cette plante peut être utilisée pour telle maladie. Oui, finalement, vous travaillez de concert avec des chercheurs comme par exemple Raymana, mais vous toujours, pour rester sur l'Institut Louis Malardé, vous faites la collecte, la multiplication et la valorisation de certains Ra'aut Haiti, de certaines plantes. Comment est-ce que ça se passe? Alors, pour déjà avoir une pépinière et vouloir la multiplication et la valoriser, il faut avoir des plantes. Du coup, on va à la rencontre des tradipraticiens qui, eux, nous prêtent, s'ils sont d'accord, nous prêtent des plantes et nous, on les ramène dans notre pépinière et on essaie de les multiplier à un maximum de plantes pour qu'on puisse justement après les récupérer pour pouvoir faire des études scientifiques. Et une fois que les résultats sortiront, c'est pouvoir aussi remettre ces plantes chez l'habitant. Parce que certaines plantes, en fait, par rapport aux tradipraticiens, commencent à être, on voit des disparitions. Du coup, nous, on essaie justement de valoriser ces genres de plantes pour qu'ils puissent rentrer chez l'habitant et que cet habitant
puisse lui à son tour revaloriser ces plantes-là et s'il veut traiter une maladie avec telle plante, au moins il sait que dans sa maison, il aura cette plante-là. Oui, c'est disponible, c'est accessible. Voilà, c'est accessible à tous. On revient finalement sur ce que tu disais tout à l'heure, Aymana, à savoir que certaines plantes peuvent disparaître. Donc, si déjà les jeunes ne s'intéressent pas, il y a une perte de la connaissance, mais si en plus on perd les plantes, là, c'est tout un pan de la culture, du patrimoine naturel et culturel qui disparaît avec les plantes en question. C'est ça, c'est exactement ça. Et je sais qu'il y a des chercheurs qui ont essayé de recueillir aussi ces informations pour les remettre dans des recueils, mais c'est un travail qui est pas facile, hein, comme je l'ai indiqué précédemment. Il y a beaucoup de réticences et comme je disais aussi, on ne transmet pas à n'importe qui ce savoir. Il faut le mériter. Il faut le mériter, tout à fait. Dans l'idée que tu parlais tout à l'heure de ces jeunes qui ne s'intéressent pas forcément ou qui ne s'intéressent plus au Ra'aut Tahiti, vous avez comme une responsabilité, vous en tant que chercheur, Ramona, de pouvoir justement acquérir les savoirs qui peuvent se perdre et ensuite les transmettre? Oui, c'est quand même un gros travail en amont déjà, de pouvoir déjà récupérer toutes ces informations et ensuite les partager au public. Par rapport à l'Institut Louis Malardé, en ce moment, on participe beaucoup à des journées portes ouvertes, comme la journée qui s'est passée avec AOA, les fêtes de la science. Ces genres de portes ouvertes nous aident justement à sensibiliser le grand public sur les Ra'aut Tahiti et comment elles fonctionnent et comment elles marchent dans la société où nous vivons aujourd'hui. Et de faire perdurer tout ce savoir-faire de génération en génération. Et ce qui est important à souligner, c'est que si on revient rapidement sur la pépinière dont on parlait tout à l'heure, vous avez énormément de plantes qui y sont, donc 60 plantes dans la pépinière, si je ne me trompe pas, et 7 plantes qui sont en voie de disparition. Donc au-delà de l'aspect culturel, du patrimoine, du devoir de mémoire, vous avez aussi une responsabilité vis-à-vis de cette nature qui risque de se perdre. De protection surtout, d'éviter que ces plantes, un jour, elles se perdent pour toujours et qu'on n'arrive plus à les retrouver justement. Il y a peut-être des sujets de réintroduction, de reforestation de certaines plantes qui peuvent être mis en place ou pour l'instant on reste sur l'étude et la multiplication? Pour l'Institut Louis Malardé, pour le final, on a l'intention justement de réintroduire ces plantes petit à petit dans les milieux naturels. Justement, je parlais de AOA, où nous avons eu l'occasion justement de mettre quelques plantes sur leur site naturel qui se trouve à Mataya et de pouvoir justement les valoriser, les multiplier naturellement dans la vallée. Voilà qui va déjà commencer à sensibiliser les gens, les jeunes aussi. Et Raymana, aujourd'hui, pour sensibiliser encore plus les gens à ce sujet du Ra'aut Tahiti, est-ce qu'il y a des collaborations entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne? Bon, j'ai jamais vu de médecin qui a dit pour telle chose, tu prends un Ra'aut machin et puis ça va se guérir. C'est en complément toujours, on le rappelle, et pas en remplacement. Mais est-ce qu'il y a parfois des liens entre les deux? Tout à fait. Hein. Il y a des médecins qui, justement, croient aussi fortement que nous à la médecine traditionnelle. Et donc, il y a une association qui s'appelle Honoea, qui a été créée il y a quelques années, où justement il y a des médecins qui, eux, sont légitimes. Nous, on n'est pas du tout légitimes à ce niveau-là, pour justement compléter en fait la guérison des maux par médecine traditionnelle et médecine conventionnelle. C'est important de rappeler aux gens que le Ra'aut Tahiti ne vient pas en remplacement. Ça peut amener à des situations dangereuses. Oui. Après, c'est un peu complexe. Hein. C'est vraiment complexe. On parle de Ra'aut Tahiti qui n'est pas forcément utilisé dans la médecine conventionnelle, alors qu'aujourd'hui, on utilise plus la convention médecine conventionnelle que du Ra'aut Tahiti. Si on parle de Ra'aut Tahiti, c'est quand même des plantes qu'on utilise ici en Polynésie et qui, en ce moment, est en étude scientifique. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas de résultats, on ne pourra pas dire que Ra'aut Tahiti, oui, c'est demain, on peut l'utiliser. C'est vraiment complexe. Là où je voulais en venir, Raymana, c'est que le Ra'aut Tahiti, ce n'est pas un remède miracle. C'est ça. En fait, je pense que les gens peut-être cherchent la facilité aussi. Tu vois, j'ai mal à la tête, du coup, je prends un Doliprane et puis ça passe. Que d'aller chercher dans la forêt la plante, déjà, il faut la connaître. Ensuite, il faut la préparer. Et ensuite, on le disait, c'est que c'est une préparation, c'est un traitement qui se fait sur plusieurs jours. Donc, il faut avoir cette assiduité. Oui.
Donc, je pense que c'est tout un ensemble. C'est pas juste, on peut pas juste parler de Ra'ao Tahiti d'un côté et médecine conventionnelle de l'autre, quoi. Et encore, on a éludé certains détails, comme tout à l'heure, on parlait de la posologie. Donc, en fonction de tout ça, il faut avoir la connaissance. Et aujourd'hui, ça se perd alors petit à petit. Je pense que ça se perd. Quand on discute avec l'état des praticiens, ben, voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Oui. Et, par rapport à leur famille, déjà, il y a certaines qui veulent bien reprendre le savoir. La connaissance. Comme d'autres ne veulent pas du tout. Pourquoi? Les années changent, évoluent, et du coup, même les jeunes évoluent aussi. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez des références, vous en aurez à la fin de l'émission. Mais dernière question, un peu plus délicate. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on le sait, le Ra'ao Tahiti ne remplace pas la médecine conventionnelle. Mais est-ce qu'un jour, on peut espérer ou voir pouvoir se soigner qu'avec du Ra'ao Tahiti? Encore une fois, il faut le rappeler, ça ne viendra que en complément. On l'espère, oui, mais il ne faut surtout pas oublier qu'il y a aussi la médecine conventionnelle qui reste toujours à côté. N'oublions pas, finalement, je le répète encore une fois parce que c'est important, les Ra'ao Tahiti sont un complément et non pas un remplacement. Aujourd'hui, on le sait, on le reconnaît, le Ra'ao Tahiti est un vrai trésor pour la santé et le bien-être. Il y a un potentiel, justement, dans le cadre de vos questions express. Notre équipe est partie à la rencontre de Mareva qui nous parle d'un nouveau groupe Facebook qu'elle a créé. Écoutez. Coucou, je suis Arutei Mareva du nouveau groupe Ra'ao Tahiti sur Facebook. Donc moi, je fais partie d'une majorité de personnes qui n'ont pas été transmises. Donc ça fait 10 ans que je recherche seule. Et je me suis mise donc à faire les bibliothèques en espérant qu'il y aurait des livres sur les Ra'ao Tahiti. Et j'en ai découvert. Et donc je me suis dit, tiens, je vais le partager à mon tour. Parce que c'est difficile de trouver des gens qui peuvent transmettre. Donc voilà, j'ai créé la page Ra'ao Tahiti qui est aujourd'hui publique. Et qui regroupe beaucoup de tradipraticiens, qui fait un lien avec ceux qui ont besoin de soins. Moi, je laisse les tradipraticiens proposer les Ra'ao, en fait, puisque je ne suis pas professionnelle, mais je suis passionnée. Naturellement, je suis comme ça, j'aime partager, j'aime communiquer. Tout ce que je sais, je l'ai toujours communiqué en fait. Parce qu'il me semble essentiel aussi de promouvoir nos traditions qui sont en train de se perdre. Moi, ça me manque d'être soignée au Ra'ao Tahiti. Je me souviens que ma grand-mère, elle me faisait des bains de plantes, de fleurs, de feuilles. Demande beaucoup la recette du Ra'ao Tahe'ehea. C'est un Ra'ao qui permet de nettoyer tout le corps. Il faut prendre 12 feuilles de ahia, c'est des pommes d'eau. C'est un arbre qu'on appelle les pommes d'eau, le fruit là. Il faut prendre 12 initis de Ra'ao Tahiti. Donc initi, c'est 1 pouce en fait. C'est une mesure, c'est comme ça qu'on mesure dans le Ra'ao Tahiti. Et ensuite 12 citrons. Alors, il faut écraser les feuilles, le riz. Ensuite, il faut mélanger dans 5 litres d'eau et rajouter le citron dedans avec 1 kg de sucre. Donc, ça fait quand même ça fait une bonne bouteille de 5 litres. Et c'est à prendre sur 3 jours. Et vous pouvez donner ça à toute la famille. C'est nickel, puisque là, on parlait de transmission et je me tourne vers toi, Reymana. Ce genre de groupe Facebook, c'est plus accessible à tout un chacun. Ça peut permettre une transmission, finalement, du savoir autour du Ra'ao Tahiti? Oui, tout à fait. C'est une voie qui permet justement de perpétuer un petit peu. Surtout qu'on a vu l'impact de Facebook justement en Polynésie française, il est impressionnant. Moi, je suis impressionné par ça. Donc, c'est un moyen de communication justement pour promouvoir justement
la médecine traditionnelle. Mais attention à ne pas prendre tout et n'importe quoi. Il faut être sûr de se baser sur des Ra'aut Haiti qui existent réellement et faire ces vérifications, Ramona. Exactement. Mais vraiment faire attention à ce qu'on utilise et ce qu'on prend comme plante pour pouvoir justement préparer comme solution pour traiter telle ou telle maladie et surtout sur le dosage. Et ça, il faut bien préciser que le dosage, la posologie, c'est important. Oui. Pour avoir justement les meilleures références, si jamais vous voulez vous renseigner autour du Ra'aut Haiti, on va justement partir sur vos infographies. Pour commencer, il y a l'Institut Louis Malardé, tout simplement, www.ilm.pf, et l'onglet du Laboratoire des substances naturelles et médicinales, le LNSM, avec un article sur le Ra'aut Haiti et plus précisément sur l'étude et la valorisation des plantes utilisées dans la médecine traditionnelle polynésienne. Notre deuxième référence, un classique finalement quand on parle de Ra'aut Haiti, un livre de l'Académie tahitienne Farivan-A qui a publié l'ouvrage Ra'aut Haiti. Si vous voulez vous renseigner, il y a plein de recettes, il y a plein de choses que vous pouvez découvrir dans ce livre. Ce livre est littéralement considéré comme la Bible de la pharmacopée polynésienne, alors n'hésitez pas. Merci beaucoup Ramona d'avoir été présente, de nous avoir justement appris toutes ces choses autour de Ra'aut Haiti. J'espère que ça a pu quand même aider pas mal de personnes. Et merci aussi à toi Remana finalement pour tous ces aspects un peu plus scientifiques, un peu plus terre à terre qu'il y a autour du Ra'aut Haiti. Oui, merci pour l'invitation Harry. C'est un plaisir de partager en fait ce qu'on fait et que les gens sachent les recherches qu'on mène. Et merci surtout à vous de nous avoir suivis comme tous les soirs à partir de 17h sur TNTV. Bonne soirée à vous. Tam amaitei si vous êtes à table. Et puis en attendant, passez une bonne soirée. Maruru itotato farerira trahuma parheana.